Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, vaste opération d'exhumation lancée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Une démarche qui vise à offrir une sépulture décente aux victimes de la crise électorale enterrées précipitamment. Le secteur du livre en difficulté au Burkina Faso, peu de maisons d'édition et moins de 100 livres publiés par an. Une nouvelle politique de détaxation a été appliquée au mois de janvier. Et puis, comment les établissements privés risquent-ils d'influencer le système éducatif en Mauritanie? Leur nombre a sensiblement augmenté dans la capitale Nouakchott. La crise post-électorale entre 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire a coûté la vie à 3000 personnes, 3000 corps qui n'ont pas toujours pu être enterrés au cimetière. Une opération d'exhumation a débuté à Abidjan avec un triple objectif: panser les plaies de la crise, assainir l'environnement et renforcer la réconciliation. Florence Samporé. 3 ans après la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire, les souvenirs de la guerre restent encore vifs pour certains. De nombreux Ivoiriens ont péri lors des violences post-électorales et ont été enterrés dans des fosses près de leur maison. Encore aujourd'hui, certaines dépouilles demeurent encore dans ces tombes anonymes. Mais une opération d'exhumation des corps a été entamée à Abidjan par le gouvernement. Objectif, offrir de dignes sépultures aux victimes pour permettre aux familles de faire le deuil de la crise. Chaque matin, je voyais la tombe de mon fils derrière ma maison. C'était difficile. C'était très difficile. Mais j'aimerais plus que cela se recommence parce que vraiment, c'est pas bien. Cette initiative vient renforcer la détermination nationale à promouvoir la réconciliation entre tous les Ivoiriens. D'ailleurs, pour ce faire, le gouvernement travaille avec des groupes comme le collectif pour les victimes de la Côte d'Ivoire, en ce moment en charge de l'exhumation des corps. Avec 2000 membres à son actif, le collectif se veut être l'ambassadeur de la réconciliation entre tous les Ivoiriens à travers cette action. Ceux qui les tuaient, on les rassemblait, ils les brûlaient. Là, tous les corps ont été brûlés, ainsi que là. Et après de 19 ou 22 tombes comme ça, ils brûlent. Ils cassent les maisons en bois, ils les mettent dessus, ils enlèvent les portes des gens, ils les cassent, ils mettent sur les corps, ils brûlent. Il y a d'autres traces même, comme la pluie a ramassé beaucoup. L'ancien Premier ministre et actuel président de la Commission ivoirienne Vérité et Réconciliation, Charles Konan Banny, s'est dit encouragé par les avancées en termes de réconciliation. Cependant, selon ses dires, il reste tout de même des efforts à fournir pour dédommager les familles des victimes. La Côte d'Ivoire a subi un traumatisme important. Nous voulons aller au tribunal du pardon. Il est bon que nous préparions ce procès. Ce procès, non pas pour mettre les uns et les autres en prison, surtout les fauteurs, mais plutôt d'obtenir d'eux, comme le dit l'ordonnance, reconnaissance de la faute commise et qu'ils aient le courage de solliciter le pardon aux victimes, car il y a eu beaucoup de victimes. Pour Fanta Bakayoko, mère d'une des victimes de la crise, voir tous les matins la tombe de son fils ravive de douloureux souvenirs. Mais elle affirme que le plus important pour elle reste le pardon. Nous ne pouvons pas refuser de pardonner, encore moins de tolérer. Si chacun veut se venger, alors la Côte d'Ivoire sera entièrement détruite et ce n'est pas ce que nous voulons. Je ne cherche pas à me venger, mais à tolérer pour donner à mes petits-enfants un avenir. Malgré le retour de la paix et l'afflux des investisseurs vers la Côte d'Ivoire, la terre des Burnis a encore du chemin à parcourir pour parvenir à une totale réconciliation nationale. Les familles des victimes espèrent que cet effort d'exhumation contribuera à l'apaisement des familles et l'ensemble du pays. L'épidémie de fièvre Ebola qui a circulé en Guinée a affecté le secteur touristique. Le nombre de clients diminue et difficile pour les hôteliers de s'acquitter de la taxe de la promotion touristique. En effet, pour chaque client, les exploitants doivent prélever 10 000 francs guinéens et le reverser à l'Office national du tourisme. Un impôt qui constitue la principale source de revenus de l'organisation, comme nous l'explique ce reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. L'opération est qualifiée de grandeur nature pour le recouvrement de ce que l'Office national du tourisme appelle taxe de promotion touristique. Consacrée par la loi depuis 17 ans, cette taxe parafiscale est peu connue du public et même de certains promoteurs touristiques. Objectif des initiateurs, renflouer les caisses vides de l'Office national du tourisme pour mettre en valeur les acquis touristiques de la Guinée. Il y a une politique d'érection de grands hôtels, mais le secteur informel fera que ces gros investissements à hauteur de 20, 30, 40, 60 millions de dollars pourront avoir des difficultés dans la mesure où les clandestins qui opèrent dans le secteur vont
un peu piocher dans leur chiffre d'affaires. Depuis 3 ans, plusieurs promoteurs hôteliers, par exemple, ne s'acquittent pas de cette taxe de promotion touristique, ce qui limite les réalisations de l'Office national du tourisme, qui tire ses principales ressources de cette cote. Un nombre important de propriétaires de lieux touristiques ne possèdent pas de permis d'exploitation. Cette opération de l'Office national du tourisme se tient alors que la majorité des espaces hôteliers traversent une crise depuis la propagation de la fièvre hémorragique virale Ebola en Guinée. Le Grand Casino de Conakry est un des bons payeurs de l'Office national du tourisme, mais ici, comme dans de nombreux hôtels de Conakry, les clients se font rares. Le taux d'occupation, s'il baisse, on a des problèmes. Bon, ce n'est pas bon non plus pour l'Office national du tourisme parce que le montant que nous devons payer à cet office-là est très faible. À ce jour, la taxe de promotion touristique s'élève à 10 000 francs guinéens, soit 1 euro environ prélevé sur chaque client d'hôtel ou de site touristique. Une somme que l'Office national du tourisme envisage de revoir à la hausse dans les prochains jours. Pour l'heure, de nombreux exploitants d'emplacements touristiques boudent l'Office national du tourisme, pendant que la direction menace de fermer les établissements qui refusent de s'acquitter de cette taxe de promotion touristique. Le monde de l'édition à la peine au Burkina Faso. Le secteur publie une centaine d'ouvrages par an et doit composer avec une faible présence de maisons d'édition. Pour relancer l'activité, une nouvelle politique de détaxation des produits liés aux livres a été adoptée au mois de janvier 2014. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. L'étroitesse du marché, un faible lectorat, moins d'une dizaine de maisons d'édition, voici entre autres difficultés qui handicapent la production littéraire burkinabé. Une production relativement abondante avec en moyenne une centaine de publications par an. Mais le manque de promotion plombe aussi l'envolée de cette littérature. Pourtant, la première œuvre littéraire burkinabé, Crépuscule des temps anciens de Nazi Boni, date de 1962. Nous sommes dans un monde quasi impitoyable où il faut nécessairement produire. Il n'est plus question de continuer inlassablement à consommer. Nous devons, nous Burkinabés, être aussi des acteurs clés de la construction même de l'humanité de manière générale et apporter notre pierre angulaire. Et c'est par nécessairement l'acquisition de savoir qu'on peut le faire. Et nous offrons le livre comme un outil privilégié. Et en cela, nous pourrons donc briller par notre présence dans la scène internationale. Depuis l'indépendance de Burkina Faso en 1960, le livre n'a connu une véritable éclosion qu'au début des années 80. Cette éclosion est due à la création de la Semaine nationale de la culture, événement qui consacre l'écriture comme un levier du développement. Mon plus grand souhait, c'est qu'on donne beaucoup plus de considération aux œuvres littéraires du Burkina Faso. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, mais on ne peut pas écrire beaucoup s'il n'y a pas de lecture. Et il ne peut pas y avoir de lecture si les œuvres ne sont pas valorisées. Et je souhaite qu'on programme les œuvres littéraires nationales dans le programme de l'enseignement. Au Burkina Faso, un grand nombre d'écrivains s'autoproduisent. En janvier dernier, un document de référence a été validé par les acteurs du livre. Ce document prévoit la détaxation des produits liés à son édition. Selon les spécialistes, il faut une véritable industrie du livre pour une émergence du lectorat dans un pays où le taux d'alphabétisation est d'environ 29%. Les établissements publics délaissés au profit des écoles privées en Mauritanie. À Nouakchott, les centres d'enseignement privés se sont multipliés. Une arrivée massive qui change la donne dans le système éducatif, comme nous le montre ce reportage de Franck Nedofina. En Mauritanie, l'enseignement privé gagne du terrain au détriment du public. De plus en plus de parents mauritaniens préfèrent inscrire leurs enfants dans les écoles et lycées privés. La raison serait la baisse du niveau de qualité et la pénurie d'enseignants dans les établissements publics. Les établissements d'enseignement maternel, fondamental et secondaire privés foisonnent aujourd'hui à Nouakchott, la capitale. Et leur rôle dans le renforcement du niveau des apprenants dans le pays n'est pas à négliger. Au complexe scolaire Cher Moussa, dans l'un des quartiers de Nouakchott, ils sont 2056 apprenants régulièrement inscrits. Chaque année, plusieurs dizaines d'élèves quittent le public pour continuer leurs cours ici. Il y a un suivi et en plus
on veille à ce que le programme soit appliqué. Aujourd'hui, vu les effectifs, vu le programme, vu la diversité des programmes et des effectifs, le public ne peut plus offrir aux enfants ou aux parents l'attente qu'ils ont de leurs enfants. Le rôle des écoles privées en Mauritanie aujourd'hui est indéniable, mais un problème se pose. Toutes les écoles ne bénéficient pas du suivi et du sérieux qu'il faut pour une meilleure éducation des enfants. À noter aussi un manque de coordination entre les structures publiques de gestion de l'enseignement et les écoles privées. Au départ, ceux qui se sont penchés donc à la création d'écoles privées ont voulu tout simplement aider le ministère de l'Éducation nationale dans la formation des enfants, dans la formation des élèves, dans l'éducation. Les écoles privées ont développé l'offre scolaire en Mauritanie et ce sont elles qui ont bien souvent les meilleurs résultats aux examens nationaux. Le taux net de scolarisation en Mauritanie était de 75% en 2012. Les autorités ont saisi toute l'importance de l'enseignement en milieu privé. Mais pour passer du simple stade de l'inscription à l'école à l'amélioration du niveau des apprenants, la question de la mise en place d'un système de coordination entre le secteur public et le privé se pose. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.